5 dans une cosse de pois. Il y avait 5 petits pois dans une cosse. Ils étaient verts, la cosse était verte. Ils croyaient que le monde entier était vert, et c'était bien vrai pour eux. La cosse poussait, les pois grandissaient, se conformant à la taille de leur appartement. Ils se tenaient droit dans le rang. Le soleil brillait et chauffait la cosse, la pluie l'éclaircissant. Il y faisait tiède et agréable, clair le jour, sombre la nuit comme il sied. Les pois devenaient toujours plus grands et plus réfléchis. Assis là, en rang, il fallait bien qu'ils s'occupent. « Me faudra-t-il toujours rester fixé ici ?» disaient-ils tous, « pourvu que ce ne soit pas trop long, que je ne durcisse pas. N'y a-t-il pas au dehors quelque chose? J'en ai comme un pressentiment. » Les semaines passèrent, les pois jaunirent, les cosses jaunirent. « Le monde entier jaunit, » disait-il. Et ça, il pouvait le dire. Soudain, il y eut une secousse sur la cosse. Quelqu'un l'arrachait et la mettait dans une poche de veste avec plusieurs autres cosses pleines. « On va ouvrir bientôt, » pensait-il. Et ils attendaient. « Je voudrais bien savoir lequel de nous arrivera le plus loin, » dit le plus petit pois. « Nous serons bientôt fixés. »« À la grâce de Dieu, » dit le plus gros. Crac! Voilà la cosse déchirée et tous les 5 roulèrent dehors au gai soleil dans la main d'un petit garçon qu'il déclara bon pour son fusil de sureau. Et il en mit un tout de suite dans son fusil et tira. « Me voilà parti dans le vaste monde !» cria le pois. « M'attrape qui pourra !» Et le voilà parti. « Moi, dit le second, je vole jusqu'au soleil. Voilà un pois qui me convient. » Et le voilà parti. « Je m'endors ou je tombe, dirent les 2 suivants, mais je roulerai sûrement encore. » Ils roulèrent d'abord sur le parquet avant d'être placés dans le fusil. « C'est nous qui irons le plus loin. »« Arrive que pourra, » dit le dernier, lorsqu'il fut tiré dans l'espace. Il partit jusqu'à la vieille planche au-dessous de la fenêtre de la mansarde, juste dans une fente où il y avait de la mousse et de la terre molle. La mousse se referma sur lui et il resta là caché. Mais notre Seigneur ne l'oubliait pas. « Arrive que pourra, » répétait-il. Dans la mansarde habitait une pauvre femme qui le jour sortait pour nettoyer des poêles et même pour scier du bois à brûler et faire de gros ouvrages, car elle était forte et travailleuse, mais cela ne l'enrichissait guère. Dans la chambre, sa fillette restait couchée, toute mince et maigriotte. Elle gardait le lit depuis 1 an et semblait ne pouvoir ni vivre ni mourir. « Elle va rejoindre sa petite sœur, » disait la femme. « J'avais 2 filles et bien du mal à pourvoir à leurs besoins. Alors le bon Dieu a partagé avec moi. Il en a pris une auprès de lui et maintenant je voudrais bien conserver l'autre, mais il ne veut peut-être pas qu'elle reste séparée. Alors celle-ci va sans doute monter auprès de sa sœur. » Cependant, la petite fille malade restait là. Elle restait couchée, patiente et silencieuse tout le jour, tandis que sa mère était dehors pour gagner un peu d'argent. Un matin de bonne heure, au printemps, au moment où la mère allait partir à son travail, le soleil brillait gaiement à la petite fenêtre et sur le parquet, la petite fille malade regardait la vitre d'en bas. « Qu'est-ce donc que cette verdure qui pointe vers le carreau? Ça remue au vent. » La mère alla vers la fenêtre et l'entr'ouvrit. « Tiens, dit-elle, c'est un petit pois qui a poussé là avec ses feuilles vertes. Comment est-il arrivé dans cette fente? Te voilà avec un petit jardin à regarder. » Le lit de la malade fut traîné plus près de la fenêtre pour qu'elle puisse voir le petit pois qui germait, et la mère partit à son travail. « Maman, je crois que je vais guérir, dit la petite fille le soir à sa mère. Le petit pois vient si bien, et moi je vais sans doute me porter bien aussi, me lever et sortir au soleil. »« Je le voudrais bien, dit la mère, mais elle ne le croyait pas. Cependant, elle mit un petit tuteur près du germe qui avait donné de joyeuses pensées à son enfant, afin qu'il ne soit pas brisé par le vent, et elle attacha une ficelle à la planche d'un côté et en haut du chambranle de la fenêtre de l'autre, pour que la tige eût un support pour s'appuyer et s'enrouler à mesure qu'elle pousserait. Et c'est ce qu'elle fit. On la voyait s'allonger tous les jours. « Non,
Voilà qu'elle fleurit, s'écria la femme un matin. Et elle-même se prit à espérer et même à croire que sa petite fille malade allait guérir. Il lui vint à l'esprit que dans les derniers temps, la petite lui avait parlé avec plus d'animation, que ces derniers matins, elle s'était assise dans son lit et avait regardé, les yeux rayonnants de plaisir, son petit potager d'un seul poids. La semaine suivante, elle put lever la malade pour la première fois et pendant plus d'une heure. Elle était assise au soleil, la fenêtre ouverte, et là, dehors, une fleur de pois rose était éclose. La petite fille pencha sa tête en avant et posa un baiser tout doucement sur les fins pétales. Ce jour-là fut un jour de fête. C'est le bon Dieu qui a lui-même planté ce pois et l'a fait pousser afin de te donner de l'espoir et de la joie, mon enfant béni. Et à moi aussi, dit la mère toute heureuse. Elle sourit à la fleur comme à un ange de Dieu. Mais les autres pois, direz-vous? Oui, ceux qui se sont envolés dans le vaste monde. Attrape-moi si tu peux est tombé dans la gouttière et de là dans le jabot d'un pigeon, comme Jonas dans la baleine. Les deux paresseux arrivèrent aussi loin puisqu'ils furent aussi mangés par un pigeon. Ils se rendirent donc bien utiles. Mais le quatrième, qui voulait monter jusqu'au soleil, il tomba dans le ruisseau et il resta là des jours et des semaines dans l'eau rance où il gonfla terriblement. « Je deviens gros délicieusement, disait-il. J'en éclaterai et je crois qu'aucun poids ne peut aller ou n'ira jamais plus loin. Je suis le plus remarquable des 5 de la Cosse. » Le ruisseau lui donna raison. Là-haut, à la fenêtre sous le toit, la petite fille, les yeux brillants, le rose de la santé aux joues, joignait les mains au-dessus de la fleur de pois et remerciait Dieu. « Moi, je tiens pour mon poids, » disait cependant le ruisseau. La cloche. Le soir, dans les rues étroites de la grande ville, vers le faubourg, lorsque le soleil se couchait et que les nuages apparaissaient comme un fond d'or sur les cheminées noires, tantôt l'un, tantôt l'autre entendait un son étrange, comme l'écho lointain d'une cloche d'église. Mais le son ne durait qu'un instant. Le bruit des passants, des voitures, des charrettes l'étouffait aussitôt. Un peu hors de la ville, là où les maisons sont plus écartées les unes des autres et où il y a moins de mouvement, on voyait beaucoup mieux le beau ciel enflammé par les rayons du soleil couchant, et on percevait bien le son de la cloche, qui semblait provenir de la vaste forêt qui s'étendait au loin. C'est de ce côté que les gens tendaient l'oreille. Ils se sentaient pris d'un doux sentiment de religieuse piété. On finit par se demander l'un à l'autre, « Il y a donc une église au fond de la forêt ? Quel son sublime elle a, cette cloche! N'irons-nous pas l'entendre de plus près ?» Et un beau jour, on se mit en route. Les gens riches en voiture, les pauvres à pied, mais aux uns comme aux autres, le chemin parut étonnamment long. Et lorsque, arrivés à la lisière du bois, ils aperçurent un talus tapissé d'herbe et de mousse et planté de beaux saules, ils s'y précipitèrent et s'y étendirent à leur aise. Un pâtissier de la ville avait élevé là une tente. On se régala chez lui. Mais le monde affluait surtout chez un pâtissier rival qui, au-dessus de sa boutique, avait placé une belle cloche qui faisait un vacarme du diable. Après avoir bien mangé et s'être reposé, la bande reprit le chemin de la ville. Tous étaient enchantés de leur journée et disaient que cela avait été fort romantique. 3 personnes graves, des savants de mérite, prétendirent avoir exploré la forêt dans tous les sens et racontaient qu'ils avaient fort bien entendu le son de la cloche, mais qu'il leur avait semblé provenir de la ville. L'un d'eux, qui avait du talent pour la poésie, fit une pièce habilement rimée, où il comparait la mélodie de la cloche au doux chant d'une mère qui berce son enfant. La chose fut imprimée et tomba sous les yeux du roi. Sa Majesté se fit mettre au fait et déclara alors que celui qui découvrirait d'où venait ce son recevrait le titre de sonneur du roi et de la cour, et cela même si le son n'était pas produit par une cloche. Une bonne pension serait assurée à cette nouvelle dignité. Alléchés par cette perspective, bien des gens se risquèrent dans la forêt sauvage.
Il n'y en eut qu'un seul qui en rapporta une manière d'explication du phénomène. Il ne s'était guère avancé plus loin que les autres, mais d'après son récit, il avait aperçu, niché dans le tronc d'un grand arbre, un hibou, qui de temps en temps cognait l'écorce pour attraper des araignées ou d'autres insectes qu'il mangeait pour son dessert. C'est là, pensait-il, ce qui produisait le son, à moins que ce ne fût le cri de l'oiseau de Minerve, répercuté dans le tronc creux. On loua beaucoup la sagacité du courageux explorateur. Il reçut le titre de sonneur du roi et de la cour avec la pension. Tous les ans, il publia depuis, sur beau papier, une dissertation pour faire valoir sa découverte, et tout était pour le mieux. Survint le grand jour de la confirmation. Le sermon du pasteur fut plein d'onction et de sentiments. Tous ces jeunes adolescents furent vivement émus. Ils avaient compris qu'ils venaient de sortir de l'enfance et qu'ils devaient commencer à penser aux devoirs sérieux de la vie. Il faisait un temps délicieux. Le soleil resplendissait. Aussi, tous ensemble, ils allèrent se promener du côté de la forêt. Voilà que le son de la cloche retentit plus fort, plus mélodieux que jamais. Entraîné par un puissant charme, il décide de s'en rapprocher le plus possible. « Assurément, ce n'est pas un hibou, se dirent-ils, qui fait ce bruit. » 3 d'entre eux, cependant, rebroussèrent chemin. D'abord, une jeune fille évaporée, qui attendait à la maison la couturière et devait essayer la robe qu'elle aurait à mettre au prochain bal, le premier où elle devait paraître de sa vie. « Impossible, dit-elle, de négliger une affaire si importante. » Puis, ce fut un pauvre garçon qui avait emprunté son habit de cérémonie et ses bottines vernies au fils de son patron. Il avait promis de rendre le tout avant le soir, et en tout cas, il ne voulait pas aventurer au milieu des broussailles la propriété d'autrui. Le 3e qui rentra en ville, c'était un garçon qui déclara qu'il n'allait jamais au loin sans ses parents, et que les bienséances le commandaient ainsi. On se mit à sourire. Il prétendit que c'était fort déplacé. Alors, les autres rirent aux éclats. Mais il ne s'en retourna pas moins, très fier de sa belle et sage conduite. Les autres trottinèrent en avant et s'engagèrent sur la grande route plantée de tilleuls. Le soleil pénétrait en rayons dorés à travers le feuillage. Les oiseaux entonnaient un joyeux concert et toute la bande chantait en chœur avec eux, se tenant par la main, riches et pauvres, roturiers et nobles. Ils étaient encore jeunes et ne regardaient pas trop à la distinction des rangs. Du reste, ce jour-là, ne s'étaient-ils pas sentis tous égaux devant Dieu ? Mais bientôt, 2, parmi les plus petits, se dirent fatigués et retournèrent en arrière. Puis, 3 jeunes filles s'abattirent sur un champ de bleuets et de coquelicots, s'amusèrent à tresser des couronnes et ne pensèrent plus à la cloche. Lorsqu'on fut sur le talus planté de saules, on se débanda, et par groupes, ils allèrent s'attabler chez les pâtissiers. « Oh, qu'il fait charmant ici !» disaient la plupart. « Restons assis et reposons-nous. La cloche, il est probable qu'elle n'existe pas, et que tout cela n'est que fantasmagorie. » Voilà qu'au même instant, le son retentit au fond de la forêt, si plein, si majestueux et solennel, que tous en furent saisis. Cependant, il n'y en eut que 5, tous des garçons, qui résolurent de tenter l'aventure et de s'engager sous bois. C'est aussi qu'il était difficile d'y pénétrer. Les arbres étaient serrés, entremêlés de ronces et de hautes fougères. De longues guirlandes de liserons arrêtaient encore la marche. Il y avait aussi des cailloux pointus et de gros quartiers de roches et des marécages. Ils avançaient péniblement, lorsque toute une nichée de rossignols fit entendre un ravissant concert. Ils marchent dans cette direction et arrivent à une charmante clairière, tapissée de mousses de toutes nuances, de muguets, d'orchidées et autres jolies fleurs. Au milieu, une source fraîche et abondante sortait d'un rocher. Son murmure faisait comme glouc glouc. « Ne serait-ce pas là la fameuse cloche ?» dit l'un d'eux, en mettant son oreille contre terre pour mieux entendre. « Je m'en vais rester pour tirer la chose au clair. » Un second lui tint compagnie, bien qu'il n'eût pas seul l'honneur de la découverte. Les 3 autres reprirent leur marche en avant.
Ils atteignirent un amour de petite hutte, construite en écorce et couverte d'herbes et de branchages. Le toit était abrité par la couronne d'un pommier sauvage, tout chargé de fleurs roses et blanches. Au-dessus de la porte était suspendue une clochette. « Voilà donc le mystère !» s'écria l'un d'eux, et l'autre l'approuva aussitôt. Mais le troisième déclara que cette cloche n'était pas assez grande pour être entendue de si loin, et pour produire des sons qui remuaient tous les cœurs, que ce n'était là qu'un joujou. Celui qui disait cela, c'était le fils d'un roi. Les deux autres se dirent que les princes voulaient toujours tout mieux savoir que le reste du monde. Ils gardèrent leur idée et s'assirent pour attendre que le vent agitât la petite cloche. Lui s'en fut tout seul, mais il était plein de courage et d'espoir. Sa poitrine se gonflait sous l'impression de la solitude solennelle où il se trouvait. De loin, il entendit le gentil carillon de la clochette, et le vent lui apportait aussi parfois le son de la cloche du pâtissier. Mais la vraie cloche, celle qu'il cherchait, résonnait tout autrement. Par moments, il l'entendait sur la gauche, du côté du cœur, se dit-il. Maintenant qu'il approchait, cela faisait l'effet de tout un jeu d'orgue. Voilà qu'un bruit se fait entendre dans les broussailles, et il en sort un jeune garçon en sabots et portant une jaquette trop petite pour sa taille, et qui laissait bien voir quelles grosses mains il avait. Ils se reconnurent. C'était celui des nouveaux confirmés qui avait dû rentrer à la maison pour remettre au fils de son patron le bel habit et les bottines vernies qu'on lui avait prêtées. Mais, son devoir accompli, il avait endossé ses pauvres vêtements, mis ses sabots, et il était reparti à la hâte, à la recherche de la cloche, qui avait si délicieusement fait vibrer son cœur. « C'est charmant, dit le fils du roi. Nous allons marcher ensemble à la découverte. Dirigeons-nous par la gauche. » Le pauvre garçon était tout honteux de sa chaussure et des manches trop courtes de sa jaquette. « Avec ces sabots, dit-il, je ne pourrai vous suivre assez vite. Et de plus, il me semble que la cloche doit être à droite. N'est-ce pas là la place réservée à tout ce qui est magnifique et excellent ? Je crains bien qu'alors nous ne nous rencontrions plus, dit le fils du roi. Et il fit un gracieux signe d'adieu au pauvre garçon qui s'enfonça au plus épais de la forêt, où les épines écorchèrent son visage et déchirèrent sa jaquette, à laquelle il tenait, quelque minable qu'elle fût, parce qu'il n'en avait point d'autre. Le fils du roi rencontra aussi des obstacles. Il fit quelques chutes et eut les mains en sang, mais il était brave. « J'irai jusqu'au bout du monde s'il le faut, » se dit-il, « mais je trouverai la cloche. » Tout à coup, il aperçut, juchés dans les arbres, une bande de vilains singes qui lui firent d'affreuses grimaces et l'assourdirent de leurs cris discordants. « Battons-le, rossons-le, se disait-il. C'est un fils de roi, mais il est seul. » Lui s'avançait toujours et ils n'osèrent pas l'attaquer. Bientôt, il fut récompensé de ses peines. Il arriva sur une hauteur d'où il aperçut un merveilleux spectacle. D'un côté, les plus belles pelouses vertes où s'ébattaient des cerfs et des daims. De place en place, de vastes touffes de lys, d'une blancheur éclatante, et de tulipes rouges, bleues et or. Au milieu, des boules de neige et autres arbustes dont les fleurs aux mille couleurs brillaient au soleil comme des bulles de savon. Tout autour, des chênes et des hêtres séculaires s'étendaient en cercle. Dans le fond, un grand lac sur lequel nageaient avec majesté les plus beaux cygnes. Le fils du roi s'était arrêté et restait en extase. Il entendit de nouveau la cloche. Elle ne paraissait pas bien éloignée. Il crut d'abord qu'elle était près du lac. Il écouta avec attention. Non, le son ne venait pas de là. Le soleil approchait de son déclin. Le ciel était tout rouge comme enflammé. Un grand silence se fit. Le fils du roi se mit à genoux et dit sa prière du soir. « Ô Dieu, dit-il, ne me ferez-vous pas trouver ce que je cherche avec tant d'ardeur ? Voilà la nuit, la sombre nuit. Mais je vois là-bas un rocher élevé qui dépasse les cimes des arbres les plus hauts. Je vais y monter. Peut-être, avant que le soleil disparaisse de l'horizon, atteindrai-je le but de mes efforts. » Et, s'accrochant aux racines, aux branches, aux angles des roches, au milieu des couleuvres, des crapauds et autres vilaines bêtes, il grimpa et il arriva au sommet,
haletant, épuisé. Quelle splendeur se découvrit à ses yeux. La mer immense et magnifique, s'étendait à perte de vue, roulant ses longues vagues contre la falaise. À l'horizon, le soleil, pareil à un globe de feu, couvrait de flammes rouges le ciel qui semblait s'étendre comme une vaste coupole sur ce sanctuaire de la nature. Les arbres de la forêt en étaient les piliers. Les pelouses fleuries formaient comme un riche tapis couvrant le cœur. Le soleil disparut lentement. Des millions de lumières étincelèrent bientôt au firmament. La lune parut, et le spectacle était toujours grandiose et émouvant. Le fils du roi s'agenouilla et adora le créateur de ces merveilles. Voilà que, sur la droite, apparaît le pauvre garçon aux sabots. Lui aussi, à sa façon, il avait trouvé le chemin du temple. Tous deux, ils se saisirent par la main et restèrent perdus dans l'admiration de toute cette poésie enivrante. Et de toutes parts, ils se sentaient entourés des sons de la cloche divine. C'étaient les bruits des vagues, des arbres, du vent. C'était le mouvement qui animait cette nature simple et grandiose. Au-dessus d'eux, ils croyaient entendre les Alléluia des anges du ciel. Le compagnon de route. Le pauvre Johannes était très triste. Son père était très malade et rien ne pouvait le sauver. Ils étaient seuls tous les deux dans la petite chambre, la lampe sur la table allait s'éteindre. Il était tard dans la soirée. « Tu as été un bon fils, dit le malade. Notre Seigneur t'aidera sûrement à faire ta vie. » Il le regarda de ses yeux graves et doux, respira profondément et mourut. On aurait dit qu'il dormait. Mais Johannes pleurait. Il n'avait plus personne au monde maintenant. Ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Pauvre Johannes. Agenouillé près du lit, il baisait la main de son père, pleurait encore amèrement, mais à la fin ses yeux se fermèrent et il s'endormit la tête contre le dur bois du lit. Alors il fit un rêve étrange. Il voyait le soleil et la lune s'incliner devant lui, et il voyait son père, frais et plein de santé. Il l'entendait rire comme il avait toujours ri quand il était de très bonne humeur. Une ravissante jeune fille, portant une couronne sur ses beaux cheveux longs, lui tendait la main et son père lui disait « Tu vois, Johannes, voici ta fiancée. Elle est la plus charmante du monde. » Il s'éveilla et toutes ses beautés avaient disparu. Son père gisait mort et glacé dans le lit. Personne n'était auprès d'eux. Pauvre Johannes. La semaine suivante, le père fut enterré. Johannes suivait le cercueil. Il ne pourrait plus jamais voir ce bon père qu'il aimait tant. Il entendait les pelletées de terre tomber sur la bière, dont il n'apercevait plus qu'un dernier coin. À la pelletée suivante, elle avait entièrement disparu. Il lui sembla que son cœur allait se briser tant il avait de chagrin. Autour de lui, on chantait un cantique si beau que les yeux de Johannes se mouillèrent encore de larmes. Il pleura et cela lui fit du bien. Le soleil brillait sur les arbres verdoyants, comme s'il voulait lui dire « Ne sois pas si triste, Johannes. Vois comme le ciel est bleu. Vois comme le ciel bleu est beau. C'est là-haut qu'est ton père, et il prie le bon Dieu que tout aille toujours bien pour toi. » « Je serai toujours bon, pensa Johannes, afin de monter au ciel auprès de mon père. Quelle joie ce sera de nous revoir. » Johannes se représentait cette félicité si nettement qu'il en souriait. Dans les marronniers, les oiseaux gazouillaient. Kiki, kiki. Ils étaient gais, quoiqu'ayant assisté à l'enterrement parce qu'ils savaient bien que le mort était maintenant là-haut dans le ciel, qu'il avait des ailes bien plus belles et plus grandes que les leurs, et qu'il était un bienheureux pour avoir toujours vécu dans le bien. Et les petits oiseaux s'en réjouissaient. Johannes les vit quitter les arbres à tire-d'aile et s'en aller dans le vaste monde. Il eut une grande envie de s'envoler avec eux. Mais auparavant, il tailla une grande croix de bois pour la placer sur la tombe, et quand vers le soir il l'y apporta, la tombe avait été sablée et plantée de fleurs par des étrangers qui avaient voulu marquer ainsi leur attachement à son cher père qui n'était plus. De bonne heure le lendemain,
Johannes fit son petit baluchon, cacha dans sa ceinture tout son héritage, une 50aine de riksdaler et quelques skillings d'argent. Avec cela, il voulait parcourir le monde. Mais il se rendit d'abord au cimetière, et devant la tombe de son père, récita son pater et dit « Au revoir, mon père bien-aimé. Je te promets d'être toujours un homme de devoir. Ainsi, tu peux prier le bon Dieu que tout aille bien pour moi. » Dans la campagne où marchait Johannes, les fleurs dressaient leurs têtes fraîches et gracieuses que la brise caressait. Elles semblaient dire au jeune homme « Sois le bienvenu dans la verdure de la campagne. N'est-ce pas joli ici ?» Sur la route, Johannes se retourna pour voir encore une fois la vieille église où, petit enfant, il avait été baptisé, où chaque dimanche, avec son père, il avait chanté des psaumes, et alors, tout en haut, dans les ajours du clocher, il aperçut le petit génie de l'église coiffé de son bonnet rouge pointu. Il s'abritait les yeux du soleil avec son bras replié. Johannes lui fit un signe d'adieu et le petit génie agita son bonnet rouge, mit la main sur son cœur et lui envoya de ses doigts 1000 baisers. Johannes, tout en marchant, songeait à ce qu'il allait voir dans le monde vaste et magnifique. Il ne connaissait pas les villes qu'il traversait, ni les gens qu'il rencontrait. Il était vraiment parmi des étrangers. La première nuit, il dut se coucher pour dormir dans une meule de foin, mais il trouva cela charmant. Le roi lui-même n'aurait pu être mieux logé. Le champ avec le ruisseau et la meule de foin sous le bleu du ciel, n'était-ce pas là une très jolie chambre à coucher ? Le gazon vert constellé de petites fleurs rouges et blanches en était le tapis, et comme cuvette, il avait toute l'eau fraîche et cristalline du ruisseau, où les roseaux ondulants lui disaient bonjour et bonsoir. La lune était une grande veilleuse suspendue dans l'air bleu, et qui ne mettait pas le feu au rideau. Johannes pouvait dormir bien tranquille, et c'est ce qu'il fit. Il ne s'éveilla qu'au lever du soleil, lorsque les petits oiseaux tout autour se mirent à chanter. « Bonjour, bonjour, comment, tu n'es pas encore levé ?» Les cloches appelaient à l'église, c'était dimanche. Les gens allaient entendre le prêtre et Johannes y alla avec eux, chanter un cantique et entendre la parole de Dieu. Il se crut dans sa propre église, où il avait été baptisé et avait chanté avec son père. Au cimetière, il y avait tant de tombes. Sur certaines poussaient de mauvaises herbes déjà hautes. Il pensa à celle de son père qui viendrait à leur ressembler maintenant qu'il n'était plus là pour la sarcler et la garnir de fleurs. Alors il se baissa, arracha les mauvaises herbes, releva les croix de bois renversées, remit en place les couronnes que le vent avait fait tomber. Il pensait que quelqu'un ferait cela pour la tombe de son père. Devant le cimetière se tenait un vieux mendiant, appuyé sur sa béquille. Il lui donna ses petites pièces d'argent, puis repartit, heureux et content. Vers le soir, le temps devint mauvais. Johannes se hâtait pour se mettre à l'abri, mais bientôt il fit nuit noire. Enfin, il parvint à une petite église tout à fait isolée sur une hauteur. Heureusement, la porte était entrebâillée. « Je vais m'asseoir dans un coin, » pensa-t-il. « Je suis fatigué et j'ai bien besoin de me reposer un peu. » Il s'assit, joignit les mains pour faire sa prière et bientôt s'endormit et fit un rêve, tandis que l'orage grondait au dehors et que les éclairs luisaient. À son réveil, au milieu de la nuit, l'orage était passé et la lune brillait à travers les fenêtres. Au milieu de l'église, il y avait à terre une bière ouverte où était couché un mort qui n'était pas encore enterré. Johannes n'avait pas peur, ayant bonne conscience. Il savait bien que les morts ne font aucun mal. Ce sont les vivants, s'ils sont méchants, qui font le mal. Et justement, 2 mauvais garçons bien vivants se tenaient près du mort qui attendait là, dans l'église, d'être enseveli. Ces 2-là lui voulaient du mal. Ils voulaient le jeter hors de l'église. « Pourquoi faire cela ?» dit Johannes. « C'est bas et méchant. Laissez-le dormir en paix, au nom du Christ. »« Tu parles !» répondirent les 2 autres. « Il nous a roulés, il nous devait de l'argent, il n'a pas pu payer, et par-dessus le marché, il est mort, et nous n'aurons pas un sou. On va se venger, il attendra comme un chien à la porte de l'église. »« Je n'ai que 50 riksdaler, dit Johannes. C'est tout mon héritage.
mais je vous les donnerai volontiers si vous me promettez sur l'honneur de laisser ce pauvre mort en paix. Je me débrouillerai bien sans cet argent. Je suis sain et vigoureux. Le bon Dieu me viendra en aide. » « Bien, dirent les deux voyous. Si tu veux payer sa dette, nous ne lui ferons rien. Tu peux y compter. » Ils empochèrent l'argent de Johannes, riant à grands éclats de sa bonté naïve, et s'enfurent. Johannes replaça le corps dans la bière, lui joignit les mains, dit adieu, et s'engagea satisfait dans la grande forêt. Tout autour de lui, là où la lune brillait à travers les arbres, il voyait de ravissants petits elfes jouer gaiement. Certains d'entre eux n'étaient pas plus grands qu'un doigt. Leurs longs cheveux blonds, relevés par des peignes d'or, ils se balançaient deux par deux sur les grosses gouttes d'eau que portaient les feuilles et l'herbe haute. Ce qu'ils s'amusaient. Ils chantaient, et Johannes reconnaissait tous les jolis airs qu'il avait chantés enfant. De grandes araignées bigarrées, une couronne d'argent sur la tête, tissaient d'un buisson à l'autre des ponts suspendus et des palais qui, sous la fine rosée, semblaient faits de cristal scintillant dans le clair de lune. Le jeu dura jusqu'au lever du jour. Alors, les petits elfes se glissèrent dans les fleurs en boutons, et le vent emporta les ponts et les bateaux, qui volèrent en l'air comme de grandes toiles d'araignée. Johannes était sorti du bois, quand une forte voix d'homme cria derrière lui. « Holà, camarade, où ton voyage te mène-t-il » ?« Dans le monde, » répondit Johannes. « Je n'ai ni père ni mère, je suis un pauvre gars, mais le Seigneur me viendra en aide. »« Moi aussi je veux voir le monde, » dit l'étranger. « Faisons route ensemble. »« Ça va, » dit Johannes, et les voilà partis. Très vite, ils se prirent en amitié, car ils étaient de braves garçons tous les deux. Mais Johannes s'aperçut que l'étranger était bien plus malin que lui-même. Il avait presque fait le tour du monde et savait parler de tout. Le soleil était déjà haut lorsqu'ils s'assirent sous un grand arbre pour déjeuner. À ce moment, vint à passer une vieille femme. Oh, qu'elle était vieille! Elle marchait toute courbée, s'appuyait sur sa canne et portait sur le dos un fagot ramassé dans le bois. Dans son tablier relevé, Johannes aperçut 3 grandes verges faites de fougères et de petites branches de saule qui en dépassaient. Lorsqu'elle fut tout près d'eux, le pied lui manqua. Elle tomba et poussa un grand cri. Elle s'était cassé la jambe, la pauvre vieille. Johannes voulait tout de suite la porter chez elle, aidée de son compagnon, mais celui-ci, ouvrant son sac à dos, en sortit un pot et déclara qu'il avait là un onguent qui guérirait sa jambe en moins de rien. Mais en échange, il demandait qu'elle leur fasse cadeau des 3 verges qu'elle avait dans son tablier. « C'est cher payé, » dit la vieille, en hochant la tête d'un air bizarre. Elle ne tenait pas du tout à se séparer des 3 verges, mais il n'était pas non plus agréable d'être là par terre, la jambe brisée. Elle lui donna donc les 3 verges, et dès qu'il lui eut frotté la jambe avec l'onguent, la vieille se mit debout et marcha. Elle était même bien plus leste qu'avant. « Que veux-tu faire de ces verges ?» demanda Johannes à son compagnon. « Ça fera 3 jolies plantes en pot, » répondit-il. « Elles me plaisent. » Ils marchèrent encore un bon bout de chemin. « Comme le temps se couvre, » dit Johannes en montrant du doigt les épais nuages. « C'est inquiétant. »« Mais non, » dit le compagnon de voyage. « Ce ne sont pas des nuages, mais d'admirables montagnes très hautes, où l'on arrive très au-dessus des nuages, dans l'air le plus pur et le plus frais. Un paysage de toute beauté, tu peux m'en croire. Demain, nous y atteindrons sans doute. » Ce n'était pas aussi près qu'il y paraissait. Ils marchèrent une journée entière avant d'arriver aux montagnes, où les sombres forêts poussaient droit dans l'azur et où il y avait des rocs grands comme un village entier. Ce serait une rude excursion que d'arriver là-haut. Aussi, Johannes et son compagnon entrèrent-ils dans une auberge pour s'y bien reposer et rassembler des forces. En bas, dans la grande salle où l'on buvait, il y avait beaucoup de monde. Un homme y donnait un spectacle de marionnettes. Il venait d'installer son petit théâtre et le public s'était assis tout autour pour voir la comédie. Au premier rang, un gros vieux boucher avait pris place, la meilleure du reste. Son énorme bulldog, oh, qu'il avait l'air féroce, assis à côté de lui, ouvrait de grands yeux comme tous les autres spectateurs.
la comédie commença. C'était une histoire tout à fait bien, avec un roi et une reine assis sur un trône de velours. De jolies poupées de bois aux yeux de verre et portant la barbe se tenaient près des portes qu'elles ouvraient de temps en temps afin d'aérer la salle. C'était vraiment une jolie comédie. Mais à l'instant où la reine se levait et commençait à marcher, le chien fit un bond jusqu'au milieu de la scène, happa la reine par sa fine taille. On entendit cric, crac. Oh, c'était affreux. Le pauvre directeur de théâtre fut tout effrayé et désolé pour sa reine, la plus ravissante de ses marionnettes, à laquelle le vilain bulldog avait coupé la tête d'un coup de dent. Mais ensuite, tandis que le public s'écoulait, le compagnon de voyage de Johannes déclara qu'il pourrait réparer, et sortant son pot, il l'agressa avec l'onguent qui avait guéri la pauvre vieille femme à la jambe cassée. Aussitôt graissée, la poupée fut en bon état. Bien plus, elle pouvait remuer elle-même ses membres délicats. On n'avait nul besoin de tenir sa ficelle. Elle était semblable à une personne vivante, à la parole près. Le propriétaire du théâtre était enchanté. Il n'avait plus besoin de manœuvrer cette poupée. Elle dansait parfaitement toute seule, ce dont les autres étaient bien incapables. La nuit venue, tout le monde étant couché dans l'auberge, quelqu'un se mit à pousser des soupirs si profonds et pendant si longtemps que tout le monde se releva pour voir qui pouvait bien se plaindre ainsi. L'homme qui avait donné la comédie alla vers son petit théâtre d'où provenaient les soupirs. Toutes les marionnettes, le roi, les gardes, gisaient là, pêle-mêle, et c'était elles qui soupiraient si lamentablement, dardant leurs gros yeux de verre. Elles désiraient si fort être un peu graissées comme la reine, afin de pouvoir remuer toute seule. La reine, émue, tomba sur ses petits genoux et, élevant sa ravissante couronne d'or, supplia. « Prenez-la au besoin, mais graissez mon mari et les gens de ma cour. » À cette prière, le pauvre propriétaire du théâtre et de la troupe de marionnettes ne put retenir ses larmes tant il avait de la peine. Il promit au compagnon de route de lui donner toute la recette du lendemain, s'il voulait seulement graisser 4 ou 5 de ses plus belles poupées. Le compagnon, cependant, affirma ne rien demander, si ce n'est le grand sabre que l'autre portait à son côté. Et dès qu'il l'eut obtenu, il graissa 6 poupées, lesquelles se mirent aussitôt à danser, et cela avec tant de grâce que toutes les jeunes filles, les vivantes, qui les regardaient, se mirent à danser aussi. Le cocher dansait avec la cuisinière, le valet avec la femme de chambre, et la pelle à feu avec la pincette. Mais ces 2 dernières s'écoulèrent dès le premier saut. Quelle joyeuse nuit! Le lendemain, Johannes partit avec son camarade. Quittant toute la compagnie, ils grimpèrent sur les montagnes et traversèrent les grandes forêts de sapins. Ils montèrent si haut qu'à la fin des clochers d'église au-dessous d'eux semblaient de petites baies rouges perdues dans la verdure, et la vue s'étendait loin. Johannes n'avait encore jamais vu d'un coup une aussi grande et si belle étendue de merveilles de ce monde. Le soleil brillait et réchauffait dans la fraîcheur de l'air bleu. Le son des cors de chasse à travers les monts était si beau que des larmes d'heureuse émotion montaient à ses yeux et qu'il ne pouvait que répéter. « Notre Seigneur miséricordieux, je voudrais t'embrasser, toi si bon pour nous tous, qui nous fais don de tout ce bonheur et de ces délices. » Le camarade, debout, joignait aussi les mains, admirant les forêts et les villes. À cet instant, ils entendirent une musique exquise et étrange, et levant les yeux, ils virent un grand cygne blanc planant dans l'air. Il était si beau et chantait comme ils n'avaient jamais entendu chanter un oiseau. Mais il s'affaiblissait de plus en plus. Il pencha sa tête et vint tomber mort à leurs pieds. « 2 ailes magnifiques, si blanches et si grandes, cela vaut de l'argent. Je vais les emporter, » dit le compagnon de route. Il trancha d'un coup les 2 ailes du cygne mort. Il voulait les conserver. Leur voyage les mena encore des lieues par-dessus les montagnes. Enfin, ils virent devant eux une grande ville aux 100 tours qui étincelait, dit le compagnon de route, comme de l'argent sous les rayons du soleil. Au centre de la ville s'élevait un magnifique palais de marbre à la toiture d'or rouge. Là vivait le roi.
Johannes et son camarade s'arrêtèrent hors des portes à une auberge pour faire un brin de toilette et avoir bonne apparence en arrivant dans les rues. L'hôtelier leur raconta que le roi était un brave homme, mais que sa fille était une très méchante princesse. Belle, elle l'était certainement, mais à quoi bon, puisqu'elle était si mauvaise? Une véritable sorcière, responsable de la mort de tant de beaux princes. Elle avait donné permission à tout le monde de prétendre à sa main. Chacun pouvait venir, prince ou gueux, qu'importe. Mais il leur fallait répondre à 3 questions qu'elle posait. Celui qui donnerait la bonne réponse deviendrait son époux, et il régnerait sur le pays après la mort de son père. Mais celui qui ne répondrait pas était pendu, ou avait la tête tranchée. Son père, le roi, en était profondément affligé, mais il ne pouvait lui défendre d'être si mauvaise, car il avait dit une fois pour toutes qu'il n'aurait jamais rien à faire avec ses prétendants, et qu'elle pouvait à ce sujet agir à sa guise. Chaque fois que venait un prince qui briguait la main de la princesse, il ne réussissait jamais, et il était pendu ou avait la tête tranchée, quoiqu'on l'eût averti à temps et qu'il eût pu renoncer à sa demande. Le vieux roi était si malheureux de toute cette désolation qu'il restait tous les ans une journée entière à genoux avec tous ses soldats, à prier pour que la princesse devînt bonne. Mais elle ne changeait en rien. Les vieilles femmes qui buvaient de l'eau-de-vie la coloraient en noir avant de boire, pour marquer ainsi leur deuil. Elles ne pouvaient faire davantage. « Quelle vilaine princesse !» dit Johannes. « Elle mériterait d'être fouettée, cela lui ferait du bien. Si j'étais le vieux roi, elle en verrait de belles. » À cet instant, on entendit le peuple crier « Hurrah !» La princesse passait, et elle était si parfaitement belle que tous oubliaient sa méchanceté et l'acclamaient. 12 ravissantes demoiselles vêtues de robes de soie blanche, montées sur des chevaux d'un noir de jais, l'accompagnaient. La princesse elle-même avait un cheval tout blanc, paré de diamants et de rubis. Son costume d'Amazone était tissé d'or pur et la cravache qu'elle tenait à la main était comme un rayon de soleil. Le cercle d'or de sa couronne semblait serti de petites étoiles du ciel et sa cape cousue de milliers d'ailes de papillons. Lorsque Johannes l'aperçut, son visage devint rouge comme un sang qui coule. Il put à peine articuler un mot. La princesse ressemblait exactement à cette adorable jeune fille couronnée d'or dont il avait rêvé la nuit de la mort de son père. Il la trouvait si belle qu'il ne put se défendre de l'aimer. Il pensait qu'il n'était certainement pas vrai qu'elle pût être une méchante sorcière faisant pendre ou décapiter les gens s'ils ne devinaient pas l'énigme. Chacun a le droit de prétendre à sa main, même le plus pauvre des gueux. Moi, je monterai au château, c'est plus fort que moi. Tout le monde lui déconseilla de le faire. Le compagnon de route l'en détourna également, mais Johannes était d'avis que tout irait bien. Il brossa ses chaussures et son habit, lava son visage et ses mains, peigna avec soin ses beaux cheveux blonds et partit tout seul vers la ville pour monter au château. « Entrez !» dit le vieux roi, lorsque Johannes frappa à la porte. Le jeune homme ouvrit, et le vieux roi, en robe de chambre et pantoufles brodées, vint à sa rencontre, couronne d'or sur la tête, sceptre dans une main et pomme d'or dans l'autre. « Attendez !» fit-il, prenant la pomme d'or sous le bras pour pouvoir tendre la main. Mais quand il eut appris que c'était encore un prétendant, il se mit à pleurer si fort que le sceptre et la pomme roulèrent à terre. Il dut s'essuyer les yeux. « Renonce, disait-il. Ça tournera mal pour toi comme pour tous les autres. Viens voir ici. » Il conduisit le jeune homme dans le jardin de la princesse, absolument terrifiant. Dans les branches des arbres pendaient 3, 4 fils des rois qui avaient sollicité la main de la princesse mais n'avaient pu résoudre l'énigme qu'elle leur proposait. Chaque fois que le vent soufflait, les squelettes s'entrechoquaient et les petits oiseaux épouvantés n'osaient plus venir là. Des ossements humains servaient de tuteurs pour les fleurs et dans tous les pots grimaçaient des têtes de mort. Quel jardin pour une princesse !»« Tu vois, dit le vieux roi, il en ira de toi comme des autres. Maintenant que tu sais, abandonne. Tu me rends vraiment malheureux. Tout ceci me fend le cœur. » Johannes baisa la main du vieux roi, affirmant que tout irait bien puisqu'il était si amoureux de la ravissante princesse. À ce moment, la princesse à cheval, suivie de ses dames d'honneur,
entra dans la cour du château. Ils allèrent donc au-devant d'elle pour la saluer. Charmante, elle tendit la main au jeune homme qui l'en aima encore davantage. Bien sûr, il était impossible qu'elle fût une sorcière vilaine et méchante, ce dont tout le monde l'accusait. Ils montèrent dans le grand salon. De petits pages offrirent des confitures et des croquignoles. Mais le vieux roi était si triste qu'il ne pouvait rien manger. Il fut alors décidé que Johannes monterait au château le lendemain matin. Les juges et tout le conseil y siégeraient et entendraient comment il se tirerait de l'épreuve. S'il en triomphait, il lui faudrait revenir 2 fois. Mais personne encore n'avait donné de réponse à la première question. C'est pourquoi ils avaient tous perdu la vie. Johannes n'était nullement inquiet de ce qui lui arriverait. Il était au contraire joyeux, ne pensait qu'à la belle princesse et demeurait convaincu que le bon Dieu l'aiderait. Comment ? Il n'en avait aucune idée, et de plus, ne voulait pas y penser. Il dansait tout au long de la route, en retournant à l'auberge, où l'attendait son camarade. Là, il ne tarit pas sur la façon charmante dont la princesse l'avait reçu, et sur sa beauté. Il avait hâte d'être au lendemain, de monter au château, de tenter sa chance. Mais son camarade hochait la tête, tout triste. « J'ai tant d'amitié pour toi, » disait-il. « Nous aurions pu rester ensemble longtemps encore, et il me faut déjà te perdre. Pauvre cher garçon, j'ai envie de pleurer, mais je ne veux pas troubler ta joie en cette dernière soirée qui nous reste. Soyons gais, très gais. Demain, quand tu seras parti, je pourrai pleurer. » Dans la ville, le peuple avait très vite appris qu'il y avait un nouveau prétendant, et il y régnait une grande désolation. Le théâtre était fermé, dans les pâtisseries on avait noué un crêpe noir autour des petits cochons en sucre. Le roi et les prêtres étaient à genoux dans l'église. Le soir, le compagnon de route prépara un grand bol de punch et dit à son ami que maintenant il fallait être très gai et boire à la santé de la princesse. Quand Johannes eut bu les 2 verres de punch, il fut pris d'un grand sommeil. Son camarade le prit doucement sur sa chaise et le porta au lit. Puis il prit les grandes ailes qu'il avait coupées au cygne, les fixa fermement à ses épaules, mit dans la poche la plus grande des verges que lui avait donnée la vieille femme à la jambe cassée, ouvrit la fenêtre et s'envola par-dessus la ville, tout droit au château. Le silence régnait sur la ville. Quand l'horloge sonna minuit moins le quart, la fenêtre s'ouvrit et la princesse s'envola, en grande cape blanche avec de longues ailes noires par-dessus la ville, vers une haute montagne. Le camarade de route se rendit invisible, de sorte qu'elle ne pouvait pas du tout le voir. Il vola derrière elle et la fouetta jusqu'au sang tout au long de la route. Quelle course à travers les airs! Le vent s'engouffrait dans sa cape, qui s'étalait de tous côtés. « Quelle grêle! Quelle grêle !» soupirait la princesse, à chaque coup de fouet qu'elle recevait. Mais c'était bien fait pour elle. Elle atteignit enfin la montagne et frappa. Un roulement de tonnerre se fit entendre quand la montagne s'ouvrit et la princesse entra, suivie du compagnon que personne ne pouvait voir puisqu'il était invisible. Ils traversèrent un long corridor aux murs étincelants étrangement. C'étaient des milliers d'araignées phosphorescentes. Ils arrivèrent ensuite dans une grande salle construite d'argent et d'or. Des fleurs rouges et bleues larges comme des tournesols flamboyaient sur les murs. Mais on ne pouvait pas les cueillir car leurs tiges étaient d'ignobles serpents venimeux et les fleurs du feu sortant de leur gueule. Tout le plafond était tapissé de verre luisant et de chauves-souris bleues de ciel qui battaient de leurs ailes translucides. L'aspect en était fantastique. Au milieu du parquet, un trône était placé, porté par 4 squelettes de chevaux, dont les harnais étaient faits d'araignées rouges au feu. Le trône lui-même était de verre très blanc. Les coussins pour s'y asseoir, de petites souris noires se mordant l'une l'autre la queue. Et au-dessus, un dais de toile d'araignée rose s'ornait de jolies petites mouches vertes scintillant comme des pierres précieuses. Un vieux sorcier, couronne d'or sur sa vilaine tête et sceptre en main, était assis sur le trône. Il baisa la princesse au front, la fit asseoir auprès de lui sur ce siège précieux, et la musique commença. De grosses sauterelles noires jouaient de la guimbarde, et le hibou, n'ayant pas de tambour, se tapait sur le ventre.
Drôle de concert. De tout petits lutins, un feu follet à leur bonnet, dansaient la ronde dans la salle. Personne ne pouvait voir le compagnon de route placé derrière le trône, qui, lui, voyait et entendait tout. Les courtisans qui entraient maintenant semblaient gens convenables et distingués. Mais pour celui qui savait regarder, il voyait bien ce qu'ils étaient vraiment. Des manches à balai, surmontés de têtes de choux auxquelles la magie avait donné la vie, et des vêtements richement brodés. Cela n'avait du reste aucune importance. Ils étaient là pour le décor. Lorsqu'on eut un peu dansé, la princesse raconta au sorcier qu'elle avait un nouveau prétendant. Que devait-elle demander de deviner ? « Écoute, fit le sorcier, je vais te dire. Tu vas prendre quelque chose de très facile, alors il n'en aura pas l'idée. Pense à l'un de tes souliers, il ne devinera jamais. Tu lui feras couper la tête, mais n'oublie pas, en revenant demain, de m'apporter ses yeux. Je veux les manger. » La princesse fit une profonde révérence et promit de ne pas oublier les yeux. Alors, le sorcier ouvrit la montagne et elle s'envola. Mais le compagnon de route suivait et il la fouettait si vigoureusement qu'elle soupirait et se lamentait tout haut sur cette affreuse grêle. Elle se dépêcha tant qu'elle put rentrer par la fenêtre dans sa chambre à coucher. Quant au camarade, il vola jusqu'à l'auberge où Johannes dormait encore, détacha ses ailes et se jeta sur son lit. Johannes s'éveilla de bonne heure le lendemain matin. Son ami se leva également et raconta qu'il avait fait la nuit un rêve bien singulier à propos de la princesse et de l'un de ses souliers. C'est pourquoi il le priait instamment de répondre à la question de la princesse, en lui demandant si elle n'avait pas pensé à l'un de ses souliers. « Autant ça qu'autre chose, fit Johannes. Tu as peut-être rêvé juste. En tout cas, j'espère toujours que le bon Dieu m'aidera. Je vais tout de même te dire adieu, car si je réponds de travers, je ne te reverrai plus jamais. » Tous deux s'embrassèrent et Johannes partit à la ville, monta au château. La grande salle était comblée. Le vieux roi, debout, s'essuyait les yeux dans un mouchoir blanc. Lorsque la princesse fit son entrée, elle était encore plus belle que la veille, et elle salua toute l'assemblée si affectueusement. Mais à Johannes, elle tendit la main en lui disant seulement « Bonjour, toi !» Et voilà. Maintenant, Johannes devait deviner à quoi elle avait pensé. Dieu, comme elle le regardait gentiment. Mais à l'instant où parvint à son oreille ce seul mot « soulier », elle blêmit et se mit à trembler de tout son corps. Cependant, elle n'y pouvait rien. Il avait deviné juste. Morbleu, comme le vieux roi fut content, il fit une culbute, il fallait voir ça. Tout le monde les applaudit. Le camarade de voyage ne se tint pas de joie lorsqu'il apprit que tout avait bien marché. Quant à Johannes, il joignit les mains et remercia Dieu qui l'aiderait sûrement encore les 2 autres fois. Le lendemain déjà, il faudrait recommencer une nouvelle épreuve. La soirée se passa comme la veille. Une fois Johannes endormi, son ami vola derrière la princesse jusqu'à la montagne et la fouetta encore plus fort qu'au premier voyage, car cette fois, il avait pris 2 verges. Personne ne le vit et il entendit tout. La princesse devait penser à son gant. Il raconta donc cela à Johannes comme s'il s'agissait d'un rêve. Le lendemain, le jeune homme devina juste, encore une fois, et la joie fut générale au château. Tous les courtisans faisaient des culbutes comme ils avaient vu faire le roi la veille. Mais la princesse restait étendue sur un sofa, refusant de prononcer une parole. Et maintenant, est-ce que Johannes pourrait deviner juste pour la 3e fois ? Si tout allait bien, il épouserait l'adorable princesse, hériterait du royaume à la mort du vieux roi. Mais sinon, il perdrait la vie. Et le sorcier mangerait ses beaux yeux bleus. Le soir, Johannes se mit au lit, de bonne heure. Il fit sa prière et s'endormit tout tranquille, tandis que le compagnon de route fixait les ailes sur son dos, le sabre à son côté, prenait avec lui les 3 verges avant de s'envoler vers le château. La nuit était très sombre, la tempête arrachait les tuiles des toits, les arbres dans le jardin où pendaient les squelettes ployaient comme des joncs. La fenêtre s'ouvrit
et la princesse s'envola. Elle était pâle comme une morte, mais riait au mauvais temps. Ne trouvait même pas le vent assez violent. Sa cape blanche tournoyait dans l'air, mais le camarade la fouettait de ses 3 verges, si fort que le sang tombait en gouttes sur la terre, et qu'elle n'avait presque plus la force de voler. Enfin, elle atteignit la montagne. « Il grêle et il vente, dit-elle. Je ne suis jamais sortie dans une pareille tempête. Des meilleures choses, on a parfois de trop, répondit le sorcier. Elle lui raconta que Johannes avait encore deviné juste la 2e fois. S'il en était de même demain, il aurait gagné, et elle ne pourrait plus jamais venir voir le sorcier dans la montagne, jamais plus réussir de ces tours de magie qui lui plaisaient. Elle en était toute triste et inquiète. « Il ne faut pas qu'il devine, » répliqua le sorcier. « Je vais trouver une chose à laquelle il n'aura jamais pensé. Ou alors, il est un magicien plus fort que moi. Mais d'abord, soyons gais. » Il prit la princesse par les 2 mains et la fit virevolter à travers la salle avec tous les petits lutins et les feux follets qui se trouvaient là. Les rouges araignées couraient aussi joyeuses le long des murs. Les fleurs de feu étincelaient, le hibou battait son tambour, les grillons crissaient et les sauterelles noires soufflaient dans leurs guimbardes. Ça, ce fut un bal diabolique. Lorsqu'ils eurent assez dansé, le temps était venu pour la princesse de rentrer au château, où l'on pourrait s'apercevoir de son absence. Le sorcier voulut l'accompagner, afin de rester ensemble jusqu'au bout. Alors, ils s'envolèrent à travers l'orage, et le compagnon de route usa ses 3 verges sur leur dos. Jamais le sorcier n'était sorti sous une pareille grêle. Devant le château, il dit adieu à la princesse et lui murmura tout doucement à l'oreille « Pense à ma tête ». Mais le compagnon l'avait entendu. Et à l'instant où la princesse se glissait par la fenêtre dans sa chambre et que le sorcier s'apprêtait à s'en retourner, il le saisit par sa longue barbe noire et trancha de son sabre sa hideuse tête de sorcier au ras des épaules, si bien que le sorcier lui-même n'y vit rien. Il jeta le corps au poisson dans le lac, mais la tête, il la trempa seulement dans l'eau, puis la noua dans son grand mouchoir de soie, la porta à l'auberge et se coucha. Le lendemain matin, il donna à Johannes le mouchoir, mais le pria de ne pas l'ouvrir avant que la princesse ne demandât à quoi elle avait pensé. Il y avait foule dans la grande salle du château, où les gens étaient serrés comme radis liés en bottes. Le conseil siégeait dans les fauteuils toujours garnis de leurs coussins moelleux. Le vieux roi portait des habits neufs, le sceptre et la couronne avaient été astiqués, toute la scène avait grande allure, mais la princesse, toute pâle, vêtue d'une robe toute noire, semblait aller à un enterrement. « À quoi ai-je pensé ?» demanda-t-elle à Johannes. Il s'empressa d'ouvrir le mouchoir et recula, lui-même très effrayé, en apercevant la hideuse tête du sorcier. Un frémissement courut dans l'assistance. Quant à la princesse, assise immobile comme une statue, elle ne pouvait prononcer une parole. Finalement, elle se leva et tendit sa main au jeune homme. Sans regarder à droite ni à gauche, elle soupira faiblement. « Maintenant, tu es mon seigneur et maître. Ce soir, nous nous marierons. »« Ah, que je suis content !» dit le roi. « C'est ainsi que nous ferons. » Tout le peuple criait « Hurrah !» La musique de la garde parcourait les rues. Les cloches sonnaient et les marchandes enlevaient le crêpe noir du cou de leur cochon de sucre, puisqu'on était maintenant tout à la joie. 3 bœufs rôtis entiers, fourrés de canard et de poulet, furent servis au milieu de la grande place. Chacun pouvait s'en découper un morceau. Des fontaines publiques jaillissaient, à la place de l'eau, un vin délicieux. Et si l'on achetait un craquelin chez le boulanger, il vous donnait en prime 6 grands pains mollets. Le soir, toute la ville fut illuminée. Les soldats tirèrent le canon, les gamins faisaient partir des pétards, on but et on mangea, on trinqua et on dansa au château. Les nobles seigneurs et les jolies demoiselles dansaient ensemble. On les entendait chanter de très loin. On voit ici tant de belles filles qui ne demandent qu'à danser. Au son de la marche du tambour, tournez, jolies filles,
tourner, danser et taper des pieds jusqu'à en user vos souliers. Cependant, la princesse était encore une sorcière. Elle n'aimait pas Johannes le moins du monde. Le compagnon de route s'en souvint heureusement. Il donna 3 plumes de ses ailes de cygne à Johannes avec une petite fiole contenant quelques gouttes, et il lui recommanda de faire placer un grand paquet plein d'eau auprès du lit nuptial. Lorsque la princesse voudrait monter dans son lit, il lui conseilla de la pousser un peu pour la faire tomber dans l'eau, où il devrait la plonger 3 fois, après y avoir jeté les 3 plumes et les gouttes. Alors, elle serait délivrée du sortilège et l'aimerait de tout son cœur. Johannes fit tout ce que le compagnon lui avait conseillé. La princesse cria très fort lorsqu'il la plongea sous l'eau. La première fois, elle se débattait dans ses mains sous la forme d'un grand cygne noir aux yeux étincelants. Lorsque la deuxième fois il la plongea dans le baquet, elle devint un cygne blanc, avec un seul cercle noir autour du cou. Johannes pria Dieu et, pour la 3e fois, il plongea complètement l'oiseau. À l'instant, elle redevint une charmante princesse, encore plus belle qu'auparavant. Elle le remercia avec des larmes dans ses beaux yeux de l'avoir délivré de l'ensorcellement. Le lendemain matin, le vieux roi vint avec toute sa cour et le défilé des félicitations dura toute la journée. En tout dernier s'avança le compagnon de voyage, son bâton à la main et son sac au dos. Johannes l'embrassa 1000 fois et lui demanda instamment de ne pas s'en aller, de rester auprès de lui, puisque c'était à lui qu'il devait tout son bonheur. Le compagnon de route secoua la tête et lui répondit doucement, avec grande amitié. « Non, non, maintenant mon temps est terminé, je n'ai fait que payer ma dette. Te souviens-tu du mort que 2 mauvais garçons voulaient maltraiter ? Tu leur as donné alors tout ce que tu possédais pour qu'ils le laissent en repos dans sa tombe. Ce mort, c'était moi. » Ayant parlé, il disparut. Le mariage dura tout un mois. Johannes et la princesse s'aimaient d'amour tendre. Le vieux roi vécut de longs jours heureux. Il laissait leurs petits-enfants monter à cheval sur son genou et même jouer avec le sceptre. Et Johannes régnait sur tout le pays. Le concours de saut. La puce, la sauterelle et l'oie sauteuse voulurent une fois voir laquelle savait sauter le plus haut. Elles invitèrent à cette compétition le monde entier et tous les autres qui avaient envie de venir. Et ce furent 3 sauteurs de premier ordre qui se présentèrent. « Je donnerai ma fille à celui qui sautera le plus haut, » dit le roi. « Il serait mesquin de faire sauter ces personnes pour rien. » La puce s'avança la première. Elle se présentait bien et saluait à la ronde. Mais elle avait en elle du sang de demoiselle et l'habitude de ne fréquenter que des humains, ce qui donne de l'aisance. Ensuite vint la sauterelle, sensiblement plus lourde, mais qui avait tout de même de l'allure et portait un uniforme vert qu'elle avait de naissance. Elle disait de plus qu'elle était d'une très ancienne famille d'Égypte et qu'elle était fort considérée ici. On l'avait prise dans les champs et déposée directement dans un château de cartes à 3 étages, tous les 3 bâtis de cartes à figure, l'envers tourné vers l'intérieur. On y avait découpé des portes et des fenêtres, même dans le corps de la dame de cœur. « Je chante si bien, dit-elle, que 16 grillons du pays qui crient depuis l'enfance et qui n'ont même pas eu de château de cartes en m'entendant en ont encore maigri de dépit. » Toutes les deux, aussi bien la puce que la sauterelle, se faisaient valoir de leur mieux et pensaient bien pouvoir épouser une princesse. L'oie sauteuse ne dit rien, mais on assurait qu'elle n'en pensait pas moins. Et quand le chien de la cour l'eut seulement flairée, il se porta garant qu'elle était de bonne famille. Le vieux conseiller, qui avait reçu 3 décorations uniquement pour se taire, affirma que l'oie sauteuse avait un don divinatoire, que l'on pouvait voir sur son dos si l'hiver serait doux ou rigoureux, ce que l'on ne peut même pas voir sur le dos du rédacteur de l'almanach qui prédit l'avenir. « Bon, je ne dis rien, » dit le vieux roi, « mais j'ai quand même ma petite idée. Maintenant, c'était le moment de sauter. » La puce sauta si haut que personne ne put la voir. Le public soutint qu'elle n'avait pas sauté du tout, ce qui était une calomnie. La sauterelle sauta moitié moins haut,
mais en plein dans la figure du roi qui dit que c'était dégoûtant. L'oie sauteuse resta longtemps immobile. Elle hésitait. Chacun pensait qu'elle ne savait pas sauter du tout. « Pourvu qu'elle n'ait pas pris mal, » dit le chien de cour, et il la flaira encore un peu. Alors, paf, elle fit un petit saut maladroit, droit sur les genoux de la princesse, laquelle était assise sur un tabouret bas en or. Alors, le roi déclara : « Le saut le plus élevé, c'est de sauter sur les genoux de ma fille, car cela dénote une certaine finesse, et il faut de la tête pour en avoir eu l'idée. » L'oie sauteuse a montré qu'elle avait de la tête et du ressort sous le front, et elle en eut la princesse. « C'est pourtant moi qui ai sauté le plus haut, » dit la puce. « Mais peu importe. Qu'elle garde sa carcasse d'oie avec sa baguette et sa boulette de pois. J'ai sauté le plus haut, mais il faut en ce monde un corps énorme pour que les gens puissent vous voir. » Et la puce alla prendre du service dans une armée étrangère en guerre, où l'on dit qu'elle fut tuée. La sauterelle alla se poser dans le fossé et médita sur la façon dont vont les choses dans ce monde. Elle aussi se disait : « Il faut du corps, il faut du corps. » Elle reprit sa chanson si particulière et si triste où nous avons puisé cette histoire, qui n'est peut-être que mensonge, même si elle est imprimée dans un livre. L'oie sauteuse n'est pas un animal. Petite note de fin concernant l'oie sauteuse. L'oie sauteuse n'est pas un animal, c'est un jouet. Les enfants danois, à l'époque d'Andersen, s'amusaient à prendre la carcasse d'une oie que l'on avait mangée en famille. Ils reliaient les deux côtés du sternum par une ficelle double dans laquelle ils inséraient un bâtonnet. Plus ils tournaient le bâtonnet, plus les deux ficelles se tordaient, et lorsqu'au bout d'un moment ils lâchaient le bâtonnet, les ficelles, en se détordant subitement, faisaient sauter la carcasse plus ou moins haut. Le coq de poulailler et le coq de girouette. Il était une fois deux coqs, un sur le tas de fumier, l'autre sur le toit, et ils étaient aussi prétentieux l'un que l'autre. Mais lequel était le plus utile ? Dites ce que vous en pensez. Nous ne changerons pas d'avis pour autant. La basse-cour était séparée du reste de la cour par un grillage. Là, il y avait un tas de fumier, et là poussait un grand concombre. Il savait bien qu'il était en fait une plante de serre. « Cela dépend des origines, » se disait le concombre. « Tout le monde ne peut pas être un concombre. D'autres créatures doivent également exister. Les poules, les canards et tous les habitants de la cour voisine sont aussi des êtres vivants. J'observe le coq du poulailler lorsqu'il est assis sur la clôture. Il est autrement plus important que le coq de girouette qui est, il est vrai, très haut perché, mais qui ne sait même pas piailler et encore moins coqueriquer. Il n'a ni poule, ni poussin, ne pense qu'à lui et transpire en plus le vert de gris. Par contre, notre coq, lui, est un coq. Regardez-le, comment il marche, c'est presque de la danse. Et on l'entend partout. Quel clairon! Oh, s'il voulait venir ici, s'il voulait me manger tout entier avec les feuilles et la tige, ce serait une bien belle mort. La nuit, un terrible orage arriva. La poule avec ses poussins ainsi que le coq s'abritèrent. La bourrasque fit tomber avec fracas la clôture entre les deux cours. Des tuiles tombèrent du toit, mais le coq de girouette était bien assis et ne tourna même pas. Il ne tournait pas, malgré son jeune âge. C'était un coq fraîchement coulé, mais très pondéré et réfléchi. Il était né vieux. Il n'était pas comme tous ces oiseaux du ciel, les moineaux et les hirondelles qu'il méprisait, oiseaux qui piaulent et sont de surcroît très ordinaires. Les pigeons sont grands, luisants et brillants comme la nacre. Ils ressemblent même à des coqs de girouette, mais ils sont gros et bêtes, ne pensent qu'à s'empiffrer et sont très ennuyeux, disait le coq de girouette. Les oiseaux migrateurs lui rendaient parfois visite. Ils lui parlaient des pays lointains, des vols en bande, lui racontaient des histoires de brigands et leurs aventures avec les rapaces. La première fois, c'était nouveau et intéressant. Mais plus tard, le coq comprit qu'il se répétait et racontait toujours la même chose. Il l'ennuyait. Tout l'ennuyait.
On ne pouvait parler avec personne. Tout le monde était inintéressant et lassant. Le monde ne vaut rien, déclara-t-il. Tout cela n'a aucun sens. Le coq de Girouette était, comme on dit, blasé. Et c'est pourquoi il aurait certainement été un ami plus intéressant pour le concombre s'il s'en était douté. Mais celui-ci n'avait Dieu que pour le coq de poulailler, qui justement marchait à ce moment vers lui. La clôture gisait par terre et l'orage était passé. « Comment avez-vous trouvé mon cri de coq ?» demanda le coq aux poules et aux poussins. Il était un peu rauque et manquait d'élégance. Les poules et les poussins passèrent sur le tas de fumier et le coq les suivit. « Œuvre de la nature, dit-il au concombre. Ces quelques mots convainquirent le concombre que le coq avait de l'éducation, et il en oublia même que le coq était en train de le picorer et de le manger. Quelle belle mort! Les poules accoururent, les poussins accoururent, et vous le savez bien, dès que l'un se met à courir, les autres font de même. Les poules caquetaient, les poussins caquetaient, et regardaient le coq avec admiration. Ils en étaient fiers, il était de leur famille. « Cocorico » chanta-t-il. Les poussins deviendront bientôt de grandes poules. Il me suffit d'en parler à la basse cour du monde. Et les poules caquetèrent et les poussins piaillèrent. Le coq leur annonça la grande nouvelle. Un coq peut pondre un œuf. Et savez-vous ce qu'il y a dans un tel œuf? Un basilic. Personne ne supporte le regard d'un basilic. Les hommes le savent, vous le savez aussi. Et maintenant, vous savez tout ce que j'ai en moi. Je suis un gaillard. Je suis le meilleur coq de toutes les basses-cours du monde. Et le coq agita ses ailes, secoua sa crête et chanta. Toutes les poules et tous les poussins en eurent froid dans le dos. Et ils en étaient très fiers d'avoir un tel gaillard dans la famille. Le meilleur coq de toutes les basses-cours du monde. Les poules caquetèrent, les poussins piaillèrent pour que même le coq de Girouette les entende. Et il les entendit. Mais cela ne le fit même pas bouger. Tout cela n'a aucun sens, se dit le coq de Girouette. Jamais le coq de Girouette ne pondra un œuf. Et je n'en ai pas envie. Si je voulais, je pourrais pondre un œuf de vent, un œuf pourri. Mais le monde n'en vaut même pas la peine. Tout cela est inutile. Maintenant, je n'ai même plus envie d'être perché là. Et le coq se détacha du toit. Mais il ne tua pas le coq de poulailler, même si c'était ce qu'il voulait, affirmèrent les poules. Et quel enseignement en tirerons-nous? Il vaut mieux chanter que d'être blasé et de se briser. Bonjour et bienvenue sur le peut-être 3e vlog lecture sur les contes merveilleux de Hans Christian Andersen. On en a lu 5, même si parmi ces 5 contes, il y en a un qui est vraiment très long. J'ai choisi d'en lire quand même plusieurs. Alors, on reprend. On a lu 5 dans une cosse de pois. Oh, c'était mignon ça, avec le petit pois qui pousse à la fenêtre de la petite fille qui est malade et qui après n'est plus malade. Et c'était le plus petit des pois de la cosse. Donc je trouve ça chouchou. C'était mignon. Je trouve que dans ces derniers contes, il y a quand même on parle pas mal quand même de l'église, de la foi, des prières, de la bonté. Mais en même temps, c'est bien aussi d'en parler de la bonté, parce que la bonté, c'est bien, ma foi. Hein. Et bon, c'est vrai que les 5 pois dans la cosse, j'ai trouvé ça assez coco. La cloche, j'ai bien aimé. J'ai pas trop compris en quoi c'était un conte, parce qu'au final, il y a une cloche mystérieuse dans la forêt, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a des gens qui vont la chercher, qui la trouvent pas, qui abandonnent un peu la quête. Et c'est le fils du roi et c'est un pauvre qui finissent tous les deux par trouver. Et trouver surtout le point de vue sur un paysage magnifique, sur la création entre guillemets. J'ai trouvé ça assez sympa, le côté on abat un peu les classes sociales, même si c'est peut-être pas forcément le
le propos de Andersen, hein, je suis pas sûre, parce que j'ai quand même l'impression que c'est tout le monde bien à sa bonne place. Hein. Mais j'ai trouvé ça sympa, comme petit rapprochement un peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Peut-être apporter un petit peu d'espoir. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait le compagnon de route, donc, qui a duré quasiment 3/4 d'heure. Bon, je pense qu'avec le montage, on va être à 40 minutes, un truc comme ça. J'ai bien aimé. Alors celui-là, j'ai vraiment aimé. Donc c'était long quand même. Hein. Je crois qu'il faisait une dizaine de pages, mais j'avais une illustration pleine page qui est pas mal d'ailleurs. Et je me suis pas du tout attendue à ce que ce fameux compagnon de route soit le mort que Johannes a sauvé d'une espèce de profanation. Et j'ai trouvé ça sympa en fait. On avait un aspect plus fantastique parce que tout à la fin on apprend que c'était un mort qui en quelque sorte a survécu pour rembourser sa dette à Johannes. Mais au final, est-ce qu'il n'est pas un peu sorcier aussi sur les bords? Parce qu'il y a le coup des verges, il y a le coup du baume qui guérit tout, il y a le coup de la... il sait qu'il faut choper les verges parce que j'imagine une espèce de prémonition par rapport à ce que va vivre Johannes pour l'aider. Il y a le coup des ailes et il y a le coup du sabre. Donc les verges pour fouetter la princesse qui ne mérite que d'être fouettée d'après Johannes parce qu'elle est méchante. Les baumes, c'est pour soigner différentes choses, animer des marionnettes, etc. Les ailes, c'est pour voler avec la princesse jusque dans la montagne et revenir et se rendre invisible, visiblement. Et le sabre pour couper la tête du sorcier. Et j'ai bien aimé la description du palais du sorcier là dans la montagne, c'est quand même bien creepy. Franchement, c'est un conte qui était vraiment cool et qui peut être impressionnant, je pense, pour des petits. Parce qu'il y a le côté les insectes, les chauves-souris, il fait sombre, c'est pas propre. Il y a des princes qu'on décapite parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas deviner à quoi pense la princesse. On a quand même une princesse qui... Si on peut aller un peu vers du développement de personnage, quand la princesse est encore ensorcelée et qu'elle fréquente le sorcier, donc elle tue les gens pour, si j'ai bien compris, lui ramener leurs yeux qu'ils mangent. Et on ne sait pas trop ce que ça fait. Est-ce que ça lui apporte du pouvoir? Est-ce que ça lui apporte de la jeunesse? Au sorcier, on ne sait pas trop. Visiblement, il lui a appris à faire des choses, donc notamment à voler avec une cape. Mais peut-être que la beauté aussi, cette beauté-là, il en est responsable, entre guillemets. Peut-être que c'est le fait qu'elle pratique la sorcellerie qui la rend belle. Pourtant, il me semble bien qu'on a dit qu'une fois le sort levé, elle était encore plus belle. Donc je sais pas. Donc d'un côté, on a une femme ensorcelée qui disait qu'elle aurait bien aimé apprendre encore plein de choses, même si ce sont des choses qui sont terribles. Et de l'autre, après c'est le truc des contes aussi, on a un côté très... on a un monde binaire en noir et en blanc, ou en bien et en mal, hein, ça, c'est assez logique. Mais j'ai trouvé le compagnon de route plus intéressant que Johannes, parce que Johannes, il fait un espèce de Candide au final. C'est le brave gars, c'est le gentil gars qui fait ses prières, qui aimait son papa et compagnie, qui respecte les morts et qui a donné tout son argent pour qu'un mort ne soit pas... que la tombe d'un mort ne soit pas profanée, qu'un mort ne soit pas profané. Je sais pas trop ce qu'ils auraient pu... en faire d'ailleurs du corps les deux gars à qui le mort, le compagnon de route devait de l'argent. Est-ce qu'on considère qu'avec la mort, la dette est effacée? Je ne sais pas. C'est des questions comme ça, hein. C'est pas besoin d'y répondre. Mais c'est un conte que j'ai vraiment aimé. Les descriptions, j'ai trouvé folles. Je suis assez fan, franchement, de la plume d'Andersen. Je trouve que c'est vraiment joli. Je vous mettrai d'ailleurs... Ah non, c'était par rapport à Grimm.
C'est Claire qui m'a filé un lien. Il y a Arte qui est en train de faire une série de 4 mini-reportages sur les racines de la fantaisie. Et le premier reportage était consacré à Grimm. Ce sont des petits reportages qui durent 26 minutes, donc c'est assez court et ils sont disponibles sur YouTube. Ou après, j'imagine aussi sur Arte. C'était des reportages Arte. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment aimé J'ai vraiment aimé ce conte là, le compagnon de route. Bon, après le concours de saut, le concours de saut, moi, le truc que je trouve intéressant, ce que j'en comprends, c'est que la puce, on va dire, elle est petite et insignifiante, mais c'est celle qui fait des plus grands exploits, sauf que personne ne va s'en rendre compte parce qu'elle est petite et insignifiante. La sauterelle, elle est plus visible, mais on en parle moins. Et l'oie sauteuse, bon, je sais pas si... c'est assez dégueulasse ce truc-là d'ailleurs. Bon, je pense que c'est un conte pour blaguer entre guillemets, mais en gros, c'est la personne. Moi, la manière dont je comprends la morale, c'est que la personne qui est la plus visible, qui va faire un petit exploit, va être plus remarquée que quelqu'un d'insignifiant qui va faire quelque chose de grand. Pourtant, tous le font devant le public. Après, c'est plus un conte pour rigoler, je pense. Mais je trouve que c'est assez caractéristique, enfin, significatif en fait sur la vie. Sur le fait que les personnes importantes qui sont peut-être nobles ou qui ont une audience ou un truc comme ça peuvent faire des petites choses et waouh, ça va être merveilleux. Et quelqu'un de complètement anonyme va faire quelque chose d'extraordinaire et tout le monde s'en fout. Je le comprends un petit peu comme ça, moi. Donc dites-moi si vous le comprenez autrement. Pour le coq de poulailler et le coq des girouettes, c'était assez rigolo. Et donc le coq de poulailler, le coq des girouettes, moi je vois plus quelqu'un qui est seul et qui se croit au-dessus de tout le monde. Et à l'inverse, quelqu'un qui est entouré et qui est supporté en fait par sa famille, bon là c'était la famille, mais je vois un peu quelque chose sur la solitude qu'ont et à l'inverse le fait d'être entouré, de faire partie d'un groupe. Quelque chose comme ça. Bon, c'était assez rigolo aussi. Mais il y a quand même pas mal d'humour dans ces contes. C'est pas les premiers comme ça qui sont assez marrants. J'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, pour ceux qui notent sur Goodreads ou des trucs comme ça, on arrive à 45% du premier tome des Contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Il en reste un paquet. Dans la prochaine fournée, on va avoir les Cygnes sauvages. Je crois que peut-être, non, la Fée du Sureau, je pense pas tout de suite. On aura des Cygnes sauvages dans le prochain épisode. Un conte qui dure longtemps aussi. On aura la Fée du Sureau ensuite. Je crois que c'est les deux seuls que je connais à vue de nez, à voir. Donc il y aura des contes qui seront très courts et les Cygnes sauvages c'est plutôt long. Mais on aura du court aussi. On verra. On verra. Mais en fait, ça me donne envie de... Comme par exemple pour les contes de Grimm, j'étais partie sur des contes qui étaient sans doute moins connus, là, les contes choisis de la famille et les contes choisis tout court. Alors que là, sur les contes merveilleux, on est sur les contes les plus connus d'Andersen, même si ils sont un peu délayés dans le recueil, alors que les recueils de Grimm, c'était les contes moins connus. Donc je sais pas si... Est-ce que je continue un petit peu à me balader, je pense pour la suite, sur des choses qui sont moins connues, ou est-ce qu'on va sur des trucs que tout le monde connaît? On verra. Bon, je m'arrête là. Allez, à tout bientôt, passez un très bon samedi et n'hésitez pas à me donner des idées même si j'ai un stock de comptes libres de droit, mais n'hésitez pas à me donner des idées si vous avez des envies d'entendre des choses particulières qui sont libres de droit si possible. Donc, ce qui veut dire que l'auteur et le traducteur, SIA, sont morts depuis au moins 70 ans. Ça fait 44, je crois.
54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 54 ? Non, oh, je ne sais plus compter. Bref, depuis 70 ans, faites le calcul. À tout bientôt, passez un très bon samedi. Salut!